Salut tout le monde, c'est Peanuts ou Simon Sanchez pour limpers.com. On est toujours dans la série Zero to Hero. De toute façon, on enchaîne quasiment que sur cette série. Je pense pas qu'il y aura de vidéos annexes à côté, du moins pas tant que la série sera finie ou très très avancée. Pour cet épisode, je vous ai fait une vidéo en No Limit 5. Donc sur Winamax, et contrairement à la première vidéo en NL2 sur 2 tables qui était jouée en live, cette fois-ci j'ai pris la vidéo sur 4 tables pour avoir plus d'action et pour pouvoir éventuellement mettre pause, même pas éventuellement, ça risque d'arriver assez souvent, mettre des pauses lorsqu'il y a besoin d'expliquer les spots, les décisions. Et bien prendre le temps d'insister sur les points les plus importants. Si vous jouez en petite limite, il faut insister sur des concepts vraiment très simples et que vous retrouverez forcément plus tard et que vous avez vraiment besoin de bien assimiler et pas commencer à dévier de votre stratégie gagnante juste parce que les choses se passent mal. Donc vous allez voir la session, surtout la première partie, il n'y a pas énormément de coups évolués. Mais c'est pas grave parce que ce sera l'occasion de parler des ranges d'ouverture, des mains avec lesquelles relancer, payer, quand 3 bêtes ou pas, et quand 6 bêtes aussi ou pas. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Par rapport aussi à la première vidéo. Donc vous avez sûrement vu la vidéo sur le tracker, la première en tout cas, il y en aura sûrement une deuxième. Vous voyez ici que j'ai le HUD, donc si vous avez suivi toutes les vidéos, le HUD c'est justement ces petits carrés noirs que vous voyez, les statistiques affichées sur au-dessus et en dessous des noms des joueurs. Moi je fais un HUD à 2 lignes, d'autres joueurs n'ont qu'un rectangle, on peut mettre 2, 3, 4 lignes. Enfin regardez la vidéo sur le tracker si vous voulez avoir le HUD. Et je vais en profiter si je peux. Normalement là à l'écran vous voyez apparaître ici les statistiques. C'est-à-dire le détail de mes statistiques puisque chacun décide de mettre les siennes. Moi j'ai mis le VP-IP, pré-flop raise. Attendez, on va prendre l'exemple de quelqu'un sur lequel j'ai un petit peu de main. Voilà, par exemple l'Adrien où j'ai 50 mains en bleu là. Donc vous voyez que 15 c'est le VP-IP, 11 le pré-flop raise, 0 c'est le pourcentage de 3 bêtes, 0 en vert c'est le pourcentage de fold to 3 bêtes, en violet 100 c'est le pourcentage de 4 bêtes, 50 donc c'est le nombre de mains que j'ai sur l'adversaire. Donc vous voyez la première ligne c'est que les stats pré-flop. La seconde ligne c'est plutôt les stats post-flop tout logiquement, avec en rouge 4 ici c'est l'aggression factor. Donc vu que j'ai peu de mains, vous voyez qu'il y a des tirets, c'est que la situation n'a pas encore eu lieu ou alors un nombre a eu lieu un nombre de fois trop faible pour que les statistiques s'affichent, puisque vous savez qu'il faut beaucoup de mains pour que les chiffres soient significatifs, 50 mains c'est très peu. Donc 4 c'est l'aggression factor, 100 en jaune ici c'est le pourcentage de 6 bêtes, le petit tiret vert ce sera le pourcentage de fold to 6 bêtes. Ensuite en jaune sera le 6 bet turn ou le 2 barrel turn. Ensuite là ce sera le pourcentage de check raise et de raise 6 bet et le when to showdown, c'est-à-dire le nombre de fois où on va à l'abattage. Je vais un petit peu rapidement, si jamais tous ces mots de vocabulaire vous sont pas familiers, encore une fois allez dans le lexique du guide du débutant ou sur Limpers, le lexique Limpers, tout est expliqué, le VPIP, PFR, l'aggression factor, le showdown et plein d'autres mots techniques qui sont, je m'en doute, pas du tout faciles à assimiler au début. Ça se fait progressivement, donc ne paniquez pas et ne fermez pas la vidéo juste parce qu'il y a pas mal de noms compliqués. Normalement, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous avez dû, si vous aviez un problème de vocabulaire, être allé le résoudre dans le guide du débutant. Donc voilà, je compte sur vous pour bien faire ce travail de vocabulaire petit à petit, et j'essaierai de préciser aussi souvent que possible lorsque je pense qu'un mot est trop compliqué et peut ne pas être assimilé. Alors, on va commencer de suite la vidéo. Donc vous voyez là, j'étais déjà en train de jouer depuis quelques minutes. En haut à gauche, je suis dans un pot avec roi 7. C'était un pot limpé où personne n'avait relancé, donc rien de particulier ici. Attendez un instant, je vais revenir et je vais essayer de changer quelque chose sur la vidéo pour le confort. Juste un instant. Me voilà de retour. Je sais pas si ça va améliorer la qualité, du moins j'espère. Puisque là, évidemment, vu que c'est une vidéo review, j'ai joué la session avant, je l'ai filmé, j'ai encodé la vidéo pour avoir un format vidéo, et là je refilme par-dessus la vidéo. Donc c'est possible qu'il y ait une petite perte de qualité, mais on essaiera de compenser ça par une qualité pédagogique en tout cas. Donc première table en haut à gauche, j'ai roi 7 de trèfle. Vous voyez que ici je mise 13 centimes. Pourquoi je mise 13 centimes? J'ai checké le flop, j'espérais que quelqu'un mise.
puis j'avais pas forcément envie de partir pour un 3 barrels, donc j'ai misé à la turn pour value, c'est-à-dire en espérant être payé par moins bien. Évidemment, beaucoup de moins bien peuvent me payer. Et j'ai un tirage trèfle, c'est-à-dire que si même je suis payé par une meilleure main, comme roi 10, roi valet, ou je ne sais quelle double paire, comme dame 3 ou dame 6, je pourrais faire évidemment une couleur pour battre ces mains-là. Donc je suis très très confortable à miser ici avec mon roi 7 de trèfle. On va voir ce qui se passe. Et là, alors le As6 ici, les deux options sont possibles. Pour la vidéo, je les raise. Si vous n'êtes vraiment pas confortable, ici, vous pouvez coucher cette main, As6 dépareillé, offsuit. C'est vraiment pas une très bonne main, ça peut vous mettre dans des situations assez compliquées post-flop. Néanmoins, j'ai quand même décidé de l'ouvrir pour vous montrer l'exemple. Je pense que tous les As, vous pouvez les ouvrir au bouton quand il n'y a pas de raiser avant. Vous allez assez souvent voler les blindes. Lorsque c'est pas le cas et que vous êtes payé, vous pourrez assez souvent voler sur un 6-bet au flop, même si vous n'avez pas touché. Donc je pense que c'est quand même assez profitable. Et c'est un réflexe à prendre, c'est vraiment des situations EV+, c'est-à-dire gagnantes sur le long terme. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Maintenant, si vous vous sentez pas à l'aise, c'est vrai que ça peut être un petit... Si vous êtes le genre de personne à faire des mauvais bluffs derrière ou être très frustré en perdant le pot, alors effectivement, mieux vaut peut-être la coucher. Et ici, j'ai pas voulu le faire, je pense que ça aurait été quand même vraiment un petit peu trop tight. Donc j'ai relancé le As6. Vous voyez, je prends le pot pré-flop, donc c'est exactement ce qu'on a envie d'avoir comme résultat. Et sur la table en haut à gauche, on va voir ce qui se passe. Alors, le premier joueur, je crois que si je me rappelle bien, oui, le premier joueur buquet va timer un moment là, donc justement c'est l'avantage de faire une vidéo review. Je vais accélérer pour pas qu'on perde du temps pour rien. Hop, voilà. Et donc tout le monde a couché avec mon roi 7, vous l'avez vu sur la table en haut à gauche. Donc j'ai remporté le pot, puis ça me va, j'aurais préféré être payé une fois, parce que je pense avoir souvent de l'argent à faire. Et là, ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc comme vous voyez, j'essaie de prendre pas mal de notes sur les joueurs, des petites pastilles. Donc là, ce que je viens de faire, attendez, j'ai juste un tout petit peu reculé. Vous allez voir que... attendez, j'avance un poil du coup. Hop, voilà. Vous allez voir que je prends des petites notes. C'est pas possible sur tous les sites. Sur Winamax, le système de notes est vraiment très bien fait. Il y a plusieurs couleurs. Vous allez me voir cliquer par exemple sur Rose 62. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je clique sur lui et je mets une pastille rouge. Rouge pourquoi? Parce que je pense que c'est un joueur régulier. Rouge comme tout ce qui est agressif. En gros, c'est la couleur un peu de l'agressivité, le rouge. Joueur agressif et bon en général. Je mets une pastille rouge. Comment je sais qu'il est bon? Parce que justement, c'est l'avantage du tracker et du HUD. Donc j'insiste bien, c'est très très important. Vous voyez que le joueur est 23-23, VPIP et PFR. Et il a 6% de 3 bêtes. Bref, c'est des stats qui a priori sont solides sur 60 mains. Un très mauvais joueur ou un mauvais joueur, un joueur récréatif aurait eu tendance à jouer peut-être 50% de ses mains et en relancer que 5%, ou en relancer 30% et en jouer 60%. Donc justement, j'ai fait la vidéo sur le tracker pour vous parler de ça, et on avait vu le tableau aussi des joueurs. Vous savez que quand un joueur est dans ces statistiques-là, en VPIP et PFR, il y a pas mal de chances que ce soit un bon joueur, et là surtout sur 60 mains, il y a surtout très peu de chances que ce soit un très mauvais joueur. Il a joué 23% de ses mains, il en a relancé 23%, donc il a sélectionné, il a joué qu'un quart de ses mains environ, il les a toutes relancées, donc c'est a priori un bon joueur. Et c'est pas vraiment sur ce genre de joueur qu'on va gagner de l'argent. Inversement, là par exemple, vous voyez, on a un 44-0 sur 28 mains, c'est un joueur qui va jouer 44% de ses mains, relancer 0%. Vous voyez, 44-0, c'est VIP et PFR. Je rappelle, VPIP, c'est le nombre de mains jouées volontairement, pré-flop. Donc 44%, c'est-à-dire qu'il a joué presque une main sur deux, c'est énorme. Vous voyez, on va lancer PokerStove. Hein. Vous savez que j'aime bien lancer ce petit logiciel. Si on regarde toutes les mains de départ au poker, il y a tout ça. Si on en met 44%, on voit qu'il y a vraiment plein de mains pourries. Il y a des rois 2, dame 5, valet 6, 10 et 6, roi 6 offsuit, roi 7 offsuit, beaucoup de mains pourries. Donc alors que inversement d'ailleurs, le joueur qui en joue 23%, on voit tout de suite, il joue beaucoup de mains fortes, des as suités, des rois, des dames suitées aussi, des pocket pairs. Donc c'est des indicateurs comme ça qui vous permettent
de savoir où vous en êtes. Alors pourquoi c'est très important? Parce qu'en un coup d'œil à la table, vous savez qui sont les bons joueurs, qui sont les mauvais joueurs, et ça vous permet de table select. Alors peut-être que ce sera l'objet d'une vidéo, je pense que ce sera l'objet d'une vidéo d'ailleurs. J'insisterai surtout sur le table select à partir de la NL10, je pense. Pourquoi? Parce que de toute façon NL5, NL2, il y a quasiment tout le temps un fiche à la table, hein. Donc c'est pas très important. En gros, la table selection, ça consiste à tout le temps quitter une table lorsqu'il n'y a pas au moins un mauvais joueur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les bons joueurs, vous n'allez pas être profitable dessus sur le long terme, parce que même si vous êtes meilleur qu'eux, vous n'aurez pas un avantage suffisant pour compenser le rake. Le rake, c'est quoi? C'est le prélèvement qui est fait sur tous les pots. Alors, le pot là, vous voyez, il fait par exemple 12 centimes ici. Il y aura un petit prélèvement de fait. Et ce rake, finalement, ça peut paraître peu sur une main jouée, mais sur beaucoup de mains jouées, c'est vraiment conséquent. Et pour compenser ce rake, il faudra vraiment que vous ayez un gros avantage sur les joueurs. Donc je vous conseille vraiment de quitter une table. Enfin, ce serait une erreur de ne pas quitter une table lorsqu'il n'y a que des bons joueurs réguliers. Donc si vous avez que des profils comme lui, 23-23, quittez la table. Vous voulez avoir au moins un joueur récréatif qui est mauvais, comme lui, 44-0, là 50-0, il y en a un, 58-16 ici. Voilà, donc essayez de faire attention. Je ferme cette petite parenthèse, on va reprendre la vidéo. Mais tout ce que je dis là pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. J'en profite pour en discuter ici, et ce sera peut-être une vidéo, mais c'est vraiment très important. Vous voyez même que j'insiste, et moi sur le tracker avec Hold'em Manager, je clique sur les pastilles. Vous voyez ce que j'ai fait ici. Je remets juste en arrière, du coup. Hop, voilà, regardez. Je clique sur Heroes, donc je clique sur son nom, je mets une pastille rouge. Et ensuite, je vais cliquer sur la petite étoile noire, là, qui s'appelle l'Autorate Icon sur Hold'em Manager. Et je vais lui mettre en plus du rouge. Ça va le surligner, et comme ça, vraiment, en un coup d'œil, je peux voir. Donc quand je sélectionnerai les tables, toutes les tables où ce joueur sera assis, je verrai une pastille rouge. Donc s'il n'y a que des pastilles rouges à la table, ça veut dire qu'il n'y a que des réguliers, je pourrais y aller. Et pendant que je serai aux tables, là je joue que 4 tables mais j'en joue 6 d'habitude, et je vous conseille d'en jouer entre 4 et 6, et ben je verrai de suite avec le surlignage, s'il n'y a que des surlignés rouges, je pourrais quitter la table. Donc c'est assez pratique, ça fait gagner du temps. Alors la dame 10, c'était un pot limpé, évidemment je vais pas relancer en big blind, c'est pas une assez bonne main. Et le As-8 au bouton, et évidemment ici je relance. Il n'y a pas de raison de simplement payer, ce serait une erreur, vous savez qu'il ne faut jamais limper, et coucher serait un petit peu trop weak, on a relancé à 6 tout à l'heure, donc évidemment à suite. La roi 6, pareil, je n'ai pas relancé, c'est une très mauvaise main, vous savez que ça rentre pas du tout dans le tableau des mains que je vous conseille de relancer lorsque vous débutez, et même lorsque vous serez un joueur avancé, et je vous le souhaite, il ne faudra jamais relancer une main comme roi 6 de carreau ici, c'est très mauvais, hors de position. Donc cette vidéo, on va vraiment insister sur toutes ces notions qui peuvent vous paraître évidemment intégrées et très faciles si vous êtes un joueur avancé, mais qui, lorsque vous commencez, sont pas forcément évidentes. Vous pouvez être tenté de jouer beaucoup de mains, un peu au petit bonheur la chance, genre oh celle-là c'est ma main préférée, ah bah tiens là j'ai 2 carreaux, si je touche une couleur c'est bien, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement éviter. Quand vous commencez le poker, prenez de suite les bonnes habitudes, ça vous fera gagner du temps et de l'argent et de la bonne humeur par la même occasion, parce que ça vous évitera de perdre de l'argent et donc de vous mettre en tilt. Donc vraiment sélectionnez très bien vos mains, soyez très rigoureux sur ça. Déjà si vous sélectionnez très bien les coups que vous jouez pré-flop, vous aurez la moitié du travail de fait, sincèrement, en tant que joueur débutant en tout cas. Après c'est plus compliqué, mais lorsque vous jouez en petite limite, sélectionnez vos mains pré-flop, ça fera 50% du travail qui consiste à vous faire gagner beaucoup d'argent à ces limites, quoi. Le défaut des joueurs de ces limites, justement, c'est de jouer trop de mains. Comme justement lui qui est 46-0 et qui va jouer beaucoup trop de mains. On l'a vu, on en a déjà parlé. Là, par exemple, sur la table numéro 1 en haut à gauche, j'ai As-9 offsuit. On peut penser que c'est une assez bonne main, on pourrait être tenté de relancer. Or, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'on est hors de position face à 2 joueurs potentiels qui peuvent payer. Et c'est un pot où il y a déjà 4 joueurs, donc on n'a pas énormément de fold equity pré-flop, même si on en a un peu. Mais surtout, si on est payé, ça va être très compliqué de manœuvrer au flop. Donc, je vous déconseille vraiment de payer avec ces mains-là. Donc, checker tout simplement. Là, vous avez déjà la big blind. Essayez de voir un pot gratuit. Ici, vous voyez, avec As-9, j'ai pas du tout touché. C'est pas grave. Main suivante. Et on va abandonner. Donc là, j'accélère un peu la vidéo. Vous voyez, je mets une vitesse x4 pour passer à un spot plus intéressant. Valet 2 aussi, c'était un fold. Alors, là, As-9. On va revenir juste un tout petit peu derrière. Hop. On va revenir sur le As-9 sur la table en bas à gauche. Table numéro 3. Alors, j'ai As-9 UTG. J'ai décidé de fold. C'est assez close, c'est-à-dire que c'est limite, c'est borderline. On pourrait décider de jouer cette main. Maintenant,
je vous recommande quand vous débutez de pas forcément ouvrir à moins que As-10 suited. Donc si j'avais eu As-10 de cœur, j'aurais tout le temps joué. As-9, je vous le dis, hein, je l'aurais joué à mes limites et tout, mais c'est parce que je sais que post-flop, je vais être assez à l'aise pour manœuvrer et ça me posera pas de problème. Maintenant, je vous conseille pas, quand vous commencez forcément de jouer cette main. Si vous vous sentez très à l'aise, pourquoi pas, mais dans un esprit de solidité et de rigueur au début, je vous conseille vraiment de jouer serré et il n'y a pas de problème à jeter cette main. Premier de parole, évidemment, ici vous êtes au cut-off, juste avant le bouton, hein. Donc vous pouvez la jouer. Rappelez-vous bien que sur Winamax, ce sont des tables à 5 joueurs. Donc la vidéo Zero to Hero est une vidéo, sont des vidéos qui s'apprennent à jouer en short and deal, c'est-à-dire les tables à moins de 9 joueurs. Donc sur Winamax c'est 5, sur tous les autres 6, sur tous les autres sites c'est 6 joueurs. Donc voilà, qu'est-ce que ça a pour conséquence d'être 5 joueurs à la table? On en a déjà parlé. C'est que vous êtes plus agressif en moyenne puisqu'il y a un joueur de moins tout simplement. Donc en gros dès que le premier de parole fold, donc ici moi dès que je fold As-9, le joueur est après moi et au cut-off, c'est à dire qu'il a plus qu'un joueur à parler derrière lui qui est le bouton, alors qu'à 6 joueurs il serait middle position, il aurait encore le cut-off et le bouton derrière. Ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est qu'à 5 joueurs on peut se permettre d'être un petit peu plus loose. Voilà, donc en deuxième de parole, mais ça équivaut à être au cut-off à 5 joueurs, juste avant le bouton j'aurais ouvert As-9 suited. Voilà. Là je ne l'ai pas ouvert pour la vidéo, pour vous montrer l'exemple de solidité. Voilà, je préfère largement ouvrir As-6 offsuit au bouton que As-9 suited en premier de parole. Allez, on va avancer un petit peu x3. Donc là j'ai que des mains pourries, hein, on va folder, c'est l'avantage de la vidéo review, c'est-à-dire qu'on peut commenter après. La paire de 5, j'ai évidemment le joueur à coucher, donc j'ai rien à signaler. On va avancer un petit peu. Alors là, on a un valet dame au bouton. Donc évidemment, c'est une main à ouvrir assez facile. Donc là, je suis en vitesse normale, hein. Et voilà, les joueurs ont couché. Et sur la table en bas, à droite, j'avais As-7. Alors attendez que je retrouve. Voilà, c'est à peu près là, je pense. Voilà, j'ai As-7 offsuit. Alors, ici, on est en big blind, en small blind. Tout le monde a couché. Enfin, un joueur n'était pas assis, un joueur a couché, un joueur bouton a couché. Donc, bon, je suis que contre un joueur, 22-22, 5. Donc, c'est un joueur régulier. Regardez, j'ai encore mis une pastille rouge. Il a des stats serrés, solides. Je vous dis, un joueur régulier, en général, a rarement plus de 26% de VPIP sur un grand nombre de mains. Par exemple, Starkiller, ici, il y a 72 mains, il est 33-29, mais il y a de grandes chances qu'il soit moins agressif que ça en moyenne, et que ce soit parce qu'il y a un faible échantillon de mains, il a peut-être touché beaucoup de mains, et du coup, il paraît plus large que d'habitude. Mais comme il y a un très faible écart entre le VPIP et le pré-flop raise, c'est-à-dire qu'il joue 33% de ses mains et il en relance 29, c'est-à-dire qu'il va en call que 4%, il y a de très grandes chances que ce soit un joueur régulier, hein. Pareil, Starkiller est ici, hein. Donc fiez-vous surtout à l'écart entre le VPIP et le pré-flop raise aussi pour déterminer les bons joueurs. Là je suis contre Airos62, il est 22-22, c'est un joueur régulier, qui a l'air tight, solide, un bon joueur régulier. As-7 offsuit en small blind, ça va pas être une main très très bonne à ouvrir. Vous allez vous mettre dans beaucoup de coups compliqués. Certes, vous avez un as, mais qu'allez-vous faire s'il tombe un flop roi 8-4? Qu'allez-vous faire sur 2-2-8, etc. Vous avez pas de chance de faire une couleur, enfin, à moins avec 4 carreaux ou 4 cœurs, mais vous êtes pas pareillé, vous n'êtes pas connecté, le 7 est un très mauvais kicker, et si vous faites une paire de 7, il y aura des cartes au-dessus, donc il y a à peu près que l'as qui vous arrange, mais encore, si l'as tombe, vous pouvez très bien vous trouver contre un joueur qui a l'as avec un meilleur kicker. Donc c'est vraiment une main que vous allez avoir envie de fold. En small blind, vous allez avoir envie d'être assez serré et d'ouvrir globalement un range qui sera entre le range de UTG et le range du cutoff. C'est-à-dire que voilà, en premier de parole, UTG, vous auriez jamais ouvert As-7 offsuit. Donc pareil, là, ne l'ouvrez pas. Restez tight, solide et passez à la main suivante. Je vais lancer sur le guide du débutant. Excusez-moi. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de voir si je ne peux pas le retrouver comme ça. Un instant, je vais mettre... C'est vrai que j'aurais peut-être pu le préparer avant. Le tableau des relances pré-flop par position, qui est assez important à avoir en tête.
Regardez, je le mets là. Vous voyez que small blind, je vous conseille relancer les mêmes mains que cutoff ou BU selon votre aise. Donc BU c'est bouton. Donc c'est vrai que vous auriez relancé à 7 du bouton, mais pas du cutoff. Et ça dépend aussi du joueur. Comme je vous l'ai dit, ce tableau est indicatif. Et si vous commencez, je vous conseille plutôt de prendre le range cutoff. Donc vous voyez, à 7 offsuit, il n'y est pas dans le cutoff. Ah, il y a A7 suited, oui. Valet 10 offsuit, oui. 9 10 suited, oui. As 10, etc. Mais il n'y avait pas de main aussi faible que A7 offsuit. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas de relancer cette main-là. Excusez-moi, mes chats ont foutu le bordel dans l'appart. C'est pas grave. Et vous savez que ça arrive souvent que les chats me les brisent pendant que je fais des vidéos. Alors on continue. Du coup pour le small blind, j'insiste quand même, c'est vachement important de rester super solide et serré. Parce que vous êtes forcément hors de position, parce que les joueurs en big blind vont avoir tendance à penser que vous leur volez leur blind, à juste titre, et du coup ils vont vous payer assez large et être assez tenaces, donc vous allez avoir du mal à bluffer, donc c'est pour ça que vous n'avez pas envie de relancer trop de mains faibles, parce que si vous relancez beaucoup de mains faibles, vous allez devoir compenser en bluffant, ce qui n'est pas très commode. Donc As7 ici c'est un fold, valet dame on avait déjà vu sur la table numéro 1, donc table en haut à gauche c'est 1, table en haut à droite c'est 2, et ensuite 3-4 pour en bas à gauche et en bas à droite respectivement. Paire de 8 ici sur la table numéro 2, c'est un call très facile. Il y a un joueur régulier qui a ouvert, moi évidemment aucune raison de relancer, je vais payer. Et là vous voyez, regardez sur la table numéro 3 en bas à gauche, As-3 offsuit, il y a écrit vous avez passé, donc j'ai évidemment pas payé. Il y a un joueur qui relance, c'est pas du tout une main avec laquelle on a envie de payer. Pareil, je vais essayer de mettre le tableau, je sais pas si... non, je pense pas que je l'ai mis, bon je le mettrai peut-être pour la prochaine vidéo, mais j'ai pas envie qu'on parle trop seulement de ça. Le As-3 offsuit, vous avez vraiment pas envie de payer, vous avez envie de payer avec des mains connectées et fortes, à fort potentiel, et As-3 c'est pas du tout le cas, c'est pas connecté, le kicker est pourri, donc évidemment coucher ces mains là au bouton lorsqu'un joueur ouvre, même si c'est un très mauvais joueur. Alors ma paire de 8 en haut à droite, bah écoutez, j'ai trouvé un flop plutôt correct. Le problème c'est qu'on est contre deux joueurs et que le joueur va souvent 6-bet. Vous voyez qu'il a 86% de 6-bet, donc on peut se dire qu'il va 6-bet quand même assez souvent un bluff sur un board ici qui est dry. Dry ça veut dire quoi? Dry ça veut dire que c'est un board sec sur lequel il n'y a pas beaucoup de tirages. Effectivement il n'y a pas de tirage couleur possible et il y a des tirages quintes du style avec 4 et 5 ou 5 et 6, des tirages quintes par le ventre avec seulement une carte qui peut améliorer. Donc c'est pas des beaux tirages, donc c'est un flop que le joueur va peut-être souvent être incité à 6-bet en bluff. Donc on va voir ce qu'on fait. Et sur le 8 et 9 de trèfle, j'ai une assez bonne main, mais je suis contre deux joueurs réguliers. Donc c'est un spot aussi close. Les deux me vont, le call ou le fold. Je sais pas exactement, je me rappelle plus ce que j'ai choisi de faire sur la vidéo. On va voir ça. Bon, j'ai choisi le call, ok, parce que je suis à l'aise, mais vous pouvez tout à fait fold. Pris en tenaille entre deux joueurs avec un suited connector, c'est pas optimal, surtout que c'est deux bons joueurs agressifs. Vous allez avoir du mal à avoir des cartes gratuites, vous n'allez pas pouvoir bluffer facilement. Et les joueurs, si vous montrez de la faiblesse en checkant, vont assez souvent vous mettre beaucoup d'agressivité derrière. Donc c'est assez tendu. Donc je vous conseille de fold si vous n'êtes vraiment pas à l'aise. Ceci dit, si vous êtes sûr de ne pas faire de grosses erreurs, vous pouvez payer aussi, surtout à ces limites, où vous arriverez même contre des bons joueurs réguliers, vous arriverez à rentabiliser au cas où vous touchez pas mal, quoi. Alors, ici ma paire de 8, le joueur s'y bat 32 centimes dans 50. Il est donc face à deux joueurs, moi et l'autre régulier, mais je pense qu'il peut s'y bet très souvent. Vous voyez que j'ai la statistique, 86% de s'y bet en moyenne. Donc si on y réfléchit bien, il y a plus de fois où le joueur va 6-bet en bluff que de fois où il aura une très bonne main. Parce que des très bonnes mains ici, on n'a pas beaucoup, à part As-3, As-7, paire de 7, paire de 3 et des pocket pairs, paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi. Ça fait pas beaucoup de mains, même si j'en énonce beaucoup, ça fait pas beaucoup. Le joueur relance énormément de mains. Vous voyez que s'il relance environ 24% de ses mains au cutoff, il est 33-29. Donc imaginons qu'il est un petit peu plus loose, large que d'habitude, et qui relance quand même beaucoup. S'il relance 24% de ses mains, vous voyez toutes les mains qui ont raté ce flop. Roi dame a raté ce flop, roi valet a raté ce flop, dame 10 a raté ce flop, dame valet a raté ce flop, roi 9 a raté ce flop, et je vous passe les valets 9 et autres roi 10. Enfin, il y a vraiment beaucoup de mains qui ont raté ce flop. Donc finalement, j'ai quand même assez souvent la meilleure main, donc je peux me permettre de payer, je pense, sans trop de difficultés.
Ici, il y a un as à la turn. C'est plutôt une bonne carte. Pourquoi? Parce que ça réduit ses probabilités que lui-même en ait un d'as. Puisque, évidemment, vu qu'il y en a déjà deux au flop, il y a moins de chances qu'il en ait un. Donc le joueur check, c'est parfait pour moi. Et ici, je vais checker back. Alors, beaucoup de joueurs, enfin, il me semble que je vais checker back. Je pourrais faire une petite mise, mais j'aime pas trop la petite mise. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, turn, on a déterminé qu'il y avait beaucoup de mains qui avaient raté, blablabla. Cependant, quel intérêt de miser? On mise toujours pour 3 raisons au poker. Ce sera aussi l'objet d'une vidéo. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo qui en parle. Mais en gros, on mise soit pour être payé par moins bien, soit pour bluffer, c'est-à-dire faire coucher une main meilleure que la nôtre, soit pour emporter le coup de suite. Ici, si je mise, j'ai peu de chances d'être payé par moins bien. Parce qu'il y a peu de chances qu'il ait, à part un 7, il y a peu de chances ou une petite paire, mais même une paire de 4 ici va souvent check fold turn. Hein. Donc j'ai peu de chances d'être payé par moins bien. Donc pourquoi miser pour être payé par moins bien? Il n'y a pas trop de raison. Je vais par contre jamais faire coucher une main meilleure que la mienne. C'est-à-dire si le joueur ici a paire de 9 à la turn, il m'aurait jamais... là il y a la river, ça peut induire en erreur. Donc on va remettre à la turn. Alors, je paye, hein, on va remettre la turn. Voilà, sur cette turn, le joueur check. Ok. Donc très bien, le joueur check. Je vais jamais faire coucher une main meilleure que la mienne. Si le joueur a paire de 9 ou mieux, ben, disons As-Valet qui slow play, 7-7, 3-3, As-3, As-7, il va évidemment jamais coucher, puisqu'il a une main monstrueuse. Et on pourrait dire oui, mais je peux miser pour remporter le coup de suite. L'idée c'est que pourquoi vouloir remporter le coup de suite alors qu'on a très souvent a priori la meilleure main, et que si le joueur a Roi-Dame par exemple, il a très peu de chances d'améliorer. C'est-à-dire que si le joueur a rien, pas la peine de protéger notre main tant que ça. Regardez, j'ai 8-8, imaginons que le joueur a Roi-Dame. On va prendre PokerStop. Ben ici, on va lui mettre, on va mettre le même flop qu'il y a ici. Donc le flop c'est As de carreau, 3 de cœur. Normalement vous avez vu le tutoriel sur PokerStop, j'espère. Hein. Donc vous êtes conscient de à quoi ça sert. Regardez, hop, evaluate. Le joueur a que 13,6% de chance d'améliorer s'il a Roi-Dame. Et pareil, s'il a Valet 10, évidemment. Enfin, en gros, c'est s'il a 2 overcards, c'est-à-dire 2 cartes au-dessus. Vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de chance d'améliorer. Donc pourquoi miser pour protéger seulement contre 13% de chance d'améliorer chez mon adversaire? Alors que par contre, si je mise et qu'il me colle, alors que surtout il y a beaucoup de chances qu'il me colle avec une main meilleure. Donc comme moi j'ai beaucoup de chances de gagner, parce que imaginez il a Roi-Dame, plein de fois au flop, river pardon, il va tomber une carte comme un 10 ou quoi, et le joueur ne va pas forcément bluffer. Parce que les joueurs bluffent pas énormément à ses limites, et donc je vais checker et prendre mon showdown gratuit, c'est-à-dire voir les cartes de l'adversaire gratuitement à l'abattage. Donc je vous conseille vraiment de faire ça ici. Ça vaut le coup. Et ici avec As-Dame de trèfle en haut à gauche, j'ai Open UTG, évidemment une très bonne main, on va voir ce qui se passe. Donc là le joueur check encore river, je check et il avait 5 et 4, vous voyez, donc pas la peine de me prendre la tête. Si j'avais misé, ok, il aurait couché, mais pourquoi protéger contre cette main? Alors imaginons là le joueur aurait misé sur le 10. Bon, si vous êtes vraiment suspicieux, que vous avez des raisons de penser que le joueur est agressif et qu'il vous voit faible, payez, mais ce sera le cas rare. Et la plupart du temps, couchez, puisque je vous dis, il y a peu de chances que le joueur essaye de vous bluffer ici. C'est un spot où le joueur sait qu'il ne représente pas beaucoup de mains fortes, donc il ne va pas essayer de bluffer très souvent. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, ici, notre As-Dame, on n'a rien enveloppé du tout. Cependant, le flop est très dry. C'est 6-6-2. Ici, je relance ma paire de 7 aussi sur la table de 2. Alors ici, pareil, c'est assez close. Si vous êtes très à l'aise dans votre jeu et tout, vous pouvez décider de faire un continuation bet avec As-Dame. Ok, mais vous pouvez aussi décider de checker parce qu'il y a trop de joueurs. Moi, j'ai pris la décision du continuation bet. Pourquoi? Parce que je parle du principe que je suis à l'aise avec mon jeu et que je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc si vous sentez la même chose, vous pouvez aussi bet. L'avantage, c'est que déjà, imaginons qu'il y a 2 joueurs qui couchent. Allez, on va refaire un petit calcul d'equity, c'est toujours intéressant. 6 de cœur, 6 de trèfle, 2 de carreau. Moi, j'ai As-Dame, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais j'ai As-Dame de trèfle, donc AC-QC, ça veut dire Ace Club et Queen Club. Imaginons que tous les joueurs fold et que je suis payé par un joueur qui a paire de 8. Vous voyez que j'ai quand même 27% de chance d'améliorer, c'est vraiment pas négligeable. Sachant que tous les trèfles seront des très bonnes cartes à barrel, je pourrais bluffer. Et s'il tombe des cartes 10, valet, roi,
je pourrais les bluffer et turn et river. Ok, donc ça peut être une très bonne option. Ici j'ai une paire de valets en bas à gauche et on va voir ce qui se passe. Alors, As-Dame ici, tout le monde a couché, donc très bien. Mais si j'avais été payé, j'aurais pu miser turn sur toutes les cartes qui font peur, les 10, les valets, les rois, les as et dames qui m'auraient donné une paire, et les trèfles qui m'auraient rajouté de l'equity, c'est-à-dire des probabilités d'améliorer ma main. Ah oui, alors, on a raté ce qui se passe avec ce petit paire de 7. Hop. Donc moi j'avais ouvert paire de 7, on regarde sur la table en haut à droite, maintenant numéro 2. Le premier joueur il me dit à checker. Ici j'aime bien le continuation bet. Je peux être payé par beaucoup de mains moins bien. Donc je pense que ça vaut le coup. C'est pour ça qu'ici j'ai misé 18 centimes. Pourquoi? Parce que je peux être payé par n'importe quel 5, par n'importe quel 6, par n'importe quel tirage. Donc au final je suis vraiment pas mal devant. Le joueur ici, Indy, qui est 28-0, qui a priori un mauvais joueur, va très souvent payer avec moins bien. Donc je mise pour value, même si j'ai une deuxième paire cachée, je pense faire la meilleure main et je peux être payé par moins bien. Donc ici le 3 de carreau, qui est pas une trop mauvaise carte. Et ici avec mon valet-valet, vous voyez que j'ai fait ce qu'on appelle un squeeze, c'est-à-dire que j'ai fait un 3 bet sur plusieurs joueurs. Il y a le 56-15 qui est un mauvais joueur a priori sur 28 mains, puisque vous voyez que là il joue 56% de ses mains, en relance que 15. Il a ouvert, il a min raise quoi, hein, il a ouvert à 10 centimes, payé par un autre joueur. Moi j'ai squeeze, évidemment pour value, j'espère être payé par un bien. Je fais gonfler le pot au cas où j'ai un beau flop. Payer serait une erreur ici, il y a trop d'argent à faire en faisant ça. Et avec la paire de 7 ici, j'ai décidé en haut à droite, donc au flop, hein, vous savez que j'ai misé, j'ai été payé. Et à la turn, j'ai décidé de checker. C'est très close. C'est-à-dire que on peut encore décider de miser. Maintenant, je pense que ça va être plus compliqué pour vous à jouer. Donc je préfère vous conseiller de checker ici et de checker si vous n'avez pas une bonne carte river. Mais en théorie, vous pourriez décider de miser encore turn en pensant toujours pareil, être payé par beaucoup de mains moins bien. Ça peut être toujours les mêmes mains, un 6, un 5, 2 trèfles ou maintenant 2 carreaux, 7 et 8, des mains comme 4 et 5, etc. etc. Donc vous auriez pu miser turn, maintenant je pense que c'est un petit peu compliqué, c'est ce qu'on appelle faire un sin value, c'est-à-dire vous misez pour value en avec une main mauvaise en espérant être payé très souvent par des mains encore plus mauvaises. Donc voilà, j'estime qu'ici c'était un petit peu avancé comme coup, donc j'ai checké, mais j'aurais très bien pu miser. Donc là on est bon. Et ici j'ai décidé donc de faire un sin value river. Peut-être, je sais pas si je l'ai fait moi je pense que c'est bon, mais ok j'ai checké aussi, je pense que c'est un petit peu avancé comme coup, mais je croyais que j'allais miser vu que j'ai déplacé sur le curseur, mais je suis resté dans la même optique de plutôt checker, voir un abattage gratuit. Voilà, là le joueur avait roi 10, il aurait de toute façon pas payé, donc il n'y a pas de souci. Et paire de valet, j'ai remporté le coup de suite. Donc là pour l'instant rien de particulier, on va arrêter la vidéo dans un petit moment, quelques minutes, 35-40 minutes maximum. Mon format préféré c'est vraiment 35 minutes, je trouve qu'au bout de 30 minutes déjà la tension se relâche souvent. Donc, le but c'est pas de faire de la quantité, c'est de faire que de la qualité, et une fois qu'on est habitué à être dans un mode de qualité, augmenter à la rigueur, donc lancer une deuxième vidéo si vous êtes chaud, mais plutôt que de faire plus de 35 minutes et de perdre les gens en route, je préfère me limiter à 35-40 minutes maximum s'il y a vraiment une bonne raison pour. La paire de 10, évidemment une relance standard du bouton, on commente pas, j'avance la vidéo, j'ai que des mains pourries. Là j'ai valet roi en bas à gauche sur la table numéro 3. On va voir ce que ça donne. Et As-6. Alors ici As-6, je sais pas si je vais le commenter. J'ai fait un fold, vous voyez, j'ai passé à 6. Ça aurait pu être un très bon spot pour 3 bet light. 3 bet light, ça veut dire quoi? C'est 3 bets en bluff, c'est-à-dire faire une sur-relance après une relance pré-flop en bluff.
J'aurais pu le faire parce que le joueur relance beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas montré beaucoup d'agressivité. Vous voyez, je suis très tight sur les tables vu que j'ai pas touché là. Donc j'aurais très bien pu faire un 3-bet en bluff. Maintenant, je pense que vous n'avez pas besoin de faire des moves aussi avancés. Ça va être compliqué à gérer post-flop. Donc gardez en tête que c'est des coups que vous aurez besoin d'avoir dans votre arsenal plus tard. Et on verra ça dans des vidéos plus tard. Pour l'instant, j'ai préféré jouer la sécurité et le faire proprement. Allez, on va voir un dernier coup intéressant et puis on s'arrêtera ensuite. Je pense que cette première partie est déjà, il y a beaucoup d'informations. Je veux que vous partiez avec la bonne humeur et l'envie d'appliquer ça aux tables plutôt qu'être débordé et un peu perdu au final. Alors la roi valet, j'avais relancé pré-flop. Le flop est très dry. As de 5, il n'y a pas de tirage couleur, un tirage quinte par le ventre éventuellement, mais je peux remporter le pot pré-flop très souvent. Et lorsque le joueur me paye comme ici, je vais tout simplement abandonner. Je vais pas essayer de bluffer un mauvais joueur ici qui peut largement me payer 2 ou 3 fois avec une paire de 5, même une paire de 7 ou quoi. Donc, je vais simplement abandonner et puis passer à la main suivante. Jouer simple, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des coups avancés pour l'instant. Ici, j'aurais pu à mes limites faire un gros overbet en bluff, c'est-à-dire 75 centimes. J'aurais pu décider de miser, je sais pas moi, 2 euros en espérant remporter le pot très souvent. Mais ici, je ne vais pas le faire. Même si je représenterai jouer sur la peur de l'argent. Allez, dernière main à voir. Et puis, on se dira bientôt pour la seconde partie. Là, j'ai changé de table puisque, bah tiens, on parlait table section. Regardez, j'ai changé de table. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mauvais joueurs à la table. Il y avait un 35-30 qui est un joueur régulier, un 23-22 qui est un joueur régulier, un 19-10. Alors, j'ai mis en jaune, c'est pour les joueurs qui sont assez serrés et qui sont quand même des joueurs réguliers, donc sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Donc, il y a lui et puis Jules Grid qui venait d'arriver, mais qui avait l'air d'être un joueur régulier. Il mettait sa cave. Donc, j'ai quitté pour prendre une table plus profitable. C'est vraiment dommage quand vous montez votre bankroll et même stupide, oui, de rester à une table si elle est pas pleinement profitable. Et donc il faut optimiser et jouer contre un maximum de mauvais joueurs. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en poker et qu'on monte une bankroll. Donc tant que vous n'êtes pas installé en NL100 et que vous gagnez pas 30 euros de l'heure, cherchez pas plus loin. Jouez que des tables où il y a beaucoup de mauvais joueurs. Jouez propre, solide. Faites des moves qui vous parlent et puis après on verra ce qui se passe. Alors, Dame 2, là c'est un fold. Allez, on va regarder ce valet 10 si c'est un coup intéressant. Et ce As-Roi, voilà, on va s'arrêter après ce As-Roi et ce valet 10. Alors, valet 10 suited, ici en small blind, je vais payer, je pense. Hein. Non, ok, je vais folder. Bon, j'ai bien dit je pense. Mais, ah non, pardon. Ok, vu que je commentais, regardez pourquoi. Où est-ce qu'il est? Valet 10, voilà. Voilà pourquoi j'ai foldé, j'ai l'explication. Regardez, c'est un joueur 18-9 qui ouvre. Donc un joueur qui ouvre 9% de ses mains. Regardez ce que ça donne. Il y a quand même 82 mains, donc c'est très serré. Il ouvre que des bonnes mains. Et vous voyez que mon valet 10 de cœur pré-flop est complètement... pardon. Voilà. Vous voyez que mon valet 10 est vraiment complètement dominé par son range. J'ai que 34% de chance de gagner. En plus, il a l'avantage de la position. Et vu que ce n'est pas un mauvais joueur, si je touche, j'ai pas du tout la garantie de prendre un très gros pot et d'être face à un adversaire collant. Par contre, si ça avait été un 69, j'aurais payé parce que je pense que les fois où je touche double paire, couleur, quinte ou quoi, font que je vais gagner tellement d'argent que ça va compenser le déficit de ma main qui a que 34%. Mais contre un bon joueur, ma main est quand même trop dominée hors de position, donc je vais fold. Excusez-moi d'avoir dit je vais payer. C'est évidemment un fold ici pour ces raisons-là. Le joueur est beaucoup trop serré. Contre un joueur régulier comme lui 24-22, j'aurais pu payer parce que je pense pouvoir remporter le pot assez souvent en bluff au flop en faisant des check raise ou quoi. Ce qui là sera pas vraiment le cas. Donc on va arrêter après ce petit As-Roi. Oh, bon, ben, tout le monde a couché. Bon ben voilà, ça fait déjà même plus de 35 minutes, on est presque à 40. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous voyez, le poker, c'est pas un jeu où il y a des brelans, des couleurs et des quintes tout le temps, ni des paires d'as. C'est un jeu où il faut jouer chaque coup à fond, proprement, en comprenant ce qu'on fait, en sachant pourquoi on le fait. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. J'espère que c'est le cas pour vous. J'espère que si vous n'y arrivez pas, et je suppose que vous n'y arrivez pas à faire attention à tout au début, sinon vous êtes le prochain génie du poker. Au début, c'est normal, c'est difficile. Apprenez à jouer serré, apprenez à rester patient, à pas être frustré, à pas dévier de votre ligne gagnante. Continuez de jouer serré et solide même si ça ne marche pas pendant des jours et des jours. On l'a déjà expliqué, le poker c'est un jeu où il y a beaucoup de variance. Des fois pendant 100 heures de jeu vous pouvez être à 0 de gain ou de perte alors que vous êtes un joueur gagnant à votre limite habituellement, mais à cause de la malchance
c'est vraiment pas rare quoi que sur Center on soit légèrement gagnant voire à zéro. Donc voilà, restez confiant, restez dans votre ligne de conduite et vous dites pas juste ah j'en ai marre, même quand je joue serré et solide ça marche pas, je vais jouer comme j'ai envie de jouer. Non, forcez-vous à rester dans votre ligne de conduite et ne faites pas n'importe quoi. Voilà, je vous dis à bientôt tout le monde, à vos commentaires et puis à très bientôt pour la deuxième partie en NL5 review. Ciao ciao, à plus.